Hola, hello et salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Pas besoin d'aller en Italie pour trouver les prochaines boucles qui viendront se clipser à vos oreilles. Eugénie garde précieusement le secret des perles de Murano. Incontournable religieuse, indétrônable tarte au citron et bien d'autres délices nées du néo-nostalgique Christophe Michalak. Tout le monde dit cheese pour le repérage du jour, c'est Paris Photo, réflexe smartphone ou Polaroid, tout le monde est bienvenu. La relève du jour est pétillante et pop. Accrochez-vous, Élise Chalmin vous emporte dans son univers à coups d'imprimé. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. À l'intérieur comme à l'extérieur, des créations de T-Héritage sont belles. Un nuage pour les rêveurs, un avion pour les voyageurs ou encore un cactus pour les plus piquants d'entre vous. La créatrice s'inspire de ses voyages et souvenirs d'enfance pour enfermer dans ses petits sachets de papier des arômes délicieux. Le tout est fait main et ça fait chaud au cœur. La Maison de la Violette est un lieu atypique toulousain. Flottant tranquillement, cette péniche qui n'a rien d'un bateau pirate abrite 1001 produits dérivés d'une petite fleur, la violette. Fleurs séchées, dragées bonbons ou encore liqueur, l'idée est de dépoussiérer la réputation vieillotte de la plante. Mission réussie, à l'abordage on arrive. Vous avez une âme de Frankenstein et vous rêvez d'étudier le corps humain sous toutes ses coutures. Le bel ouvrage d'Hélène Druver, Anatomie, est fait pour vous. Muscles, squelettes, cerveau, système circulatoire, appareil digestif, le tout avec des textes rédigés par un médecin tout en restant accessible aux plus jeunes. Pop-up et papier découpé nous donnent déjà envie de tourner la page. Délicieusement rétro, les pins font leur grand retour. Parce que les années 90 c'était quand même chouette, Coucou Suzette remet au goût du jour ses petits bijoux. Girl Power, drôles et originaux, ils se glisseront discrètement sur un col de chemise ou recouvriront sans complexe une veste en jean. Allez, on vous laisse nous piquer l'idée. Nous, on n'est pas là pour enfiler des perles, mais elle, oui. Eugénie revisite le savoir-faire des maîtres verriers de Murano avec des créations de toutes formes. À couper le souffle. Murano, cette petite île située au large de Venise, est mondialement connue pour son verre. On le voit souvent travailler sous forme de lustre, de vase ou encore de plat, mais certains artisans en font aussi des perles. Pour savoir comment elles sont fabriquées, pas besoin de se rendre en Italie. Nous voici à Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne, dans l'atelier d'Eugénie. Elle fabrique des perles en verre depuis bientôt 10 ans. C'est un coup de foudre que j'ai eu à Murano même, au large de Venise. J'avais vu un verrier travailler dans son atelier. Et à partir de ce moment-là, j'ai flashé sur cette technique, ce métier, ce travail manuel, cette attirance aussi pour le chalumeau, le verre en fusion. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de creuser un peu plus, j'ai envie de savoir si moi aussi ça me plairait de le faire. Et donc, je me suis formée et la perle de verre aujourd'hui, c'est mon métier. Pour fabriquer ces perles, Eugénie utilise ses grandes baguettes qui sont en fait du verre de Murano. Elle le fait venir directement de la petite île car à ses yeux, ce verre est plus qualitatif. Le verre de Murano a rempli plusieurs critères qui nous plaisent à nous les perliers, que ce soit à travers la transparence qui est d'une pureté magnifique, que ce soit ensuite la palette de couleurs, il y a plus de 100 couleurs disponibles, que ce soit ensuite la brillance. Le verre de Murano garde bien sa couleur et est facile à travailler dans le sens où le verre ne casse pas, où le verre ne fait pas de bulles ou de traces ou d'impuretés. Et c'est là où on retrouve toute la qualité du verre de Murano. Pour fabriquer ces perles, Eugénie dispose d'un outil indispensable, le chalumeau. Il est alimenté par du gaz et de l'oxygène de façon à obtenir une flamme à plus de 1000 degrés. Une température qui permet au verre d'entrer en fusion. Alors, une fois le verre en fusion, on doit jouer avec la gravité puisque le verre veut couler, veut tomber. Et nous, on souhaite le maintenir autour de la tige. La perlière ne cesse de tourner son mandrin entre son pouce et son index, ce qui donne à la perle sa forme ronde. Puis, elle vient déposer différentes couches de verre pour lui donner plus ou moins d'épaisseur. Des gestes précis qui requièrent une grande concentration. Le plus dur lorsqu'on réalise une perle, c'est de rester bien concentré. Et cette
Certaines perles sont très longues à réaliser, on peut y passer plusieurs heures. Donc ça nous demande de garder ce niveau de concentration et de précision dans nos gestes. Les perles Eugénie les décore de formes géométriques, de fils de verre ou de métaux précieux comme l'or, l'argent ou le cuivre. On a souvent eu recours au verre pour imiter des pierres, telles que par exemple le jade, le quartz. On peut imiter aussi du corail, de l'ivoire, de l'ambre. Donc c'est une matière qui est intéressante pour ça aussi lorsqu'il faut imiter finalement quelque chose de précieux. Une fois la perle terminée, il faut ensuite la cuire toute une journée dans un four à 300 degrés. Cette étape rend la perle plus dense et résistante au choc. Ensuite, Eugénie lave et trie ses perles avant de les monter en bijoux sur de l'argent, du cuir, de la nacre ou même du bois. Nos perles en verre, elles peuvent être très transparentes, pures et délicates et petites, mais elles peuvent aussi être très grosses, un peu plus, comment dire, baroques ou modernes ou ethniques. On peut avoir plein de styles à travers les décors, les tailles, les formes. Et c'est vrai que ça permet tout un style de bijoux derrière. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir comme ça naviguer sur plein de styles différents. En collier, en boucle d'oreille ou bracelet, le verre de Murano, c'est classe et on peut le porter sans avoir peur de le casser. C'est aux côtés des plus grands que Christophe Michalak a affûté son palais et ses techniques de pâtisserie. Aujourd'hui, ses créations sont à la portée de tous pour notre plus grand bonheur. C'est aujourd'hui l'un des chefs pâtissiers les plus connus du grand public. Ultra médiatisé, charismatique, Christophe Michalak fait partie de cette nouvelle génération qui a su donner le goût de ce métier. Alors préparez-vous car suivre les pas du champion du monde de pâtisserie relève plutôt du marathon. Bienvenue dans le laboratoire du chef, c'est ici que toutes les créations sont réalisées, travaillées, inventées avant d'être dégustées. On va rester sur ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy. Regarde, par contre, sois très généreux. Regarde bien les gouttes. Et là, la troisième, tu l'as fait vraiment ultra sexy, quoi. C'est une sorte de baba à base de cheesecake. Et l'idée, voilà, c'est d'apporter une touche un peu moderne. L'innovation, c'est un peu le leitmotiv du pâtissier. Chercher la nouveauté pour proposer quelque chose de différent, aller là où on ne l'attend pas. Et pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre au Café Michalak, la nouvelle adresse du chef. C'est ici que Christophe s'est lancé dans une nouvelle aventure, celle du salé. Je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais manger actuellement sur Paris? Eh bien, une offre food plus autour de la pâte. Dans le mot pâtisserie, il y a pâte. Et j'ai décidé de développer un esprit un peu traiteur autour des madeleines salées, autour des gougères salées, donc de la pâte à choux, autour de la pâte feuilletée. On fait des tartes feuilletées au fromage. Et on développe cet esprit salé qui est inné à la pâtisserie, avec une proposition food autour de salades ultra assaisonnées, de saison. Pareil, vraiment quelque chose qui me convient et qui me ressemble. Bon, quand on s'appelle Christophe Michalak, difficile d'échapper à sa popularité. De la déco aux produits, tout a été imaginé dans un esprit moderne, bien loin de la pâtisserie classique. Une façon de désacraliser aussi des gâteaux bien trop pompeux. Et pour rendre la pâtisserie encore plus accessible, le chef a même développé des masterclass pour tous les passionnés. Le concept de ce lieu, c'est découvrir la pâtisserie et la rendre beaucoup plus accessible. Donc en fait, le chef travaille et non les candidats. Et en fait, on montre comment on réalise une mousse au chocolat, comment on développe un cake au citron, comment on peut maîtriser à la perfection les macarons. Et c'est comme une forme de démonstration où vos 5 sens sont en éveil, l'ouïe, le toucher, l'odorat et surtout le côté gustatif. Parce que ce qui est important, c'est de goûter le produit pour l'enregistrer et pouvoir le réaliser à la maison tranquillement.
La transmission de son savoir à travers ses émissions télévisées ou ses livres, Christophe Michalak a à cœur de partager sa passion. Une passion qu'il partage également avec sa femme Delphine, avec qui il travaille désormais. On a la chance d'avoir à peu près la même vision en termes artistiques. On est attiré par les mêmes choses quand on voyage, la street food, quand on adore voyager, etc. Donc c'est vrai qu'on est souvent attiré par les mêmes concepts, les mêmes goûts. On a signé 3 livres. Voilà. Les 3 livres, toutes les photos ont été faites par Delphine et les 3 livres ont été un succès. Donc voilà, on se prépare au 4e. Et puis il ne faut pas lâcher, quoi. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud et se remettre en question. Voilà. Et c'est vrai qu'une discussion ping-pong comme ça à 2, c'est super. C'est super parce qu'on évolue et puis on a des projets de s'agrandir, d'aller à l'international. Et c'est vrai qu'à 2, tout est beaucoup plus simple. Plus simple, plus efficace, le couple a encore beaucoup de projets pour l'avenir. Vous l'aurez compris, difficile d'arrêter Christophe Michalak. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir dans votre laboratoire aujourd'hui. Bonjour Katrina. La gourmandise, elle y est pour quelque chose dans votre parcours, elle a toujours été très présente. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est un peu grâce à votre gourmandise. Bien évidemment, parce que je pense qu'on ne peut pas devenir pâtissier ou un grand cuisinier si on n'est pas gourmand, si on n'aime pas faire plaisir à son prochain. Et c'est vrai que la gourmandise, ça remonte peut-être à l'âge de 5-6 ans. Ma grand-mère qui achetait des énormes flancs. Et au début, je mangeais 1 part, 2 parts, 3 parts. Et après, j'étais catalogué pour manger un flanc de 10 personnes tout au long de la journée. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas venu naturellement. Votre maman était infirmière, elle n'avait pas le temps. Donc c'était plutôt purée mousseline, boîte de conserve. Et tant mieux pour la boulangerie du coin. Et oui, on était très gourmands, mais pas gourmets dans la famille. Il a fallu plusieurs années, il a fallu vraiment que je parte à Londres à 18 ans pour que je découvre vraiment le vrai monde de la gastronomie, que je m'intéresse et que je m'ouvre au monde. Et à ce moment-là, j'ai essayé de construire une bibliothèque culinaire en goûtant, en mémorisant et en évoluant en termes de goût et de texture. Que pour ça, pour la finesse du palais, vous êtes vraiment autodidacte du coup. Totalement. On va dire jusqu'à 18 ans, j'étais vierge de goût. Je ne savais pas différencier un citron d'une mandarine. Et c'est vraiment sur le temps que j'ai mémorisé en fait, la mémoire gustative, olfactive. C'est un vrai travail de tous les jours. Et je pense maintenant à 43 ans, je suis plus serein et plus sûr de moi. Vous ne voulez plus faire des gâteaux haute couture comme vous l'avez fait autrefois au Plaza Athénée ou ailleurs, mais vous êtes beaucoup plus simple, beaucoup plus dépouillé dans votre création. Je pense que mon évolution m'a permis maintenant de me concentrer que sur l'essentiel, le goût, les saveurs, les textures. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe chez mes confrères, on fait à peu près tous la même chose. Et donc pour être différent, pour avoir un œil neuf et pour éviter de refaire la même chose, parce que je ne supporte pas de faire la même chose dans chaque journée, eh bien mon idée c'était de voir plus loin, de découvrir, de me dire quel serait le gâteau de demain. Est-ce qu'il doit être moins sucré? Oui. Est-ce qu'il doit être moins gras? Oui. Est-ce que la forme doit changer? Oui. Je réfléchis pour que mon gâteau, au-delà du côté gustatif et émotionnel, soit facile à couper, soit facile à partager, soit facile à transporter. D'ailleurs, la plupart de mes gâteaux font 3,5 cm maximum de hauteur. J'ai pris un pied à coulisses, j'ai ouvert ma bouche, j'ai pris l'ouverture de ma bouche. Et à l'inverse de certains très bons gâteaux comme la forêt noire allemande qui font 5-6 cm de haut, moi j'ai voulu un gâteau qui puisse se manger en une bouchée pour que voilà, toutes les saveurs soient enregistrables et tout soit extrêmement efficace. Quand on regarde en arrière, quand vous avez créé par exemple la fameuse religieuse caramel beurre salé, et aujourd'hui avec le recul, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle a évolué? Oui. Parce que cette religieuse, elle évolue en même temps que moi et elle évolue avec son temps. Maintenant, je pense que la pâtisserie, enfin en tout cas ma pâtisserie, se résume à une pâtisserie d'auteur où j'essaie d'évoluer et de faire la pâtisserie qui me ressemble le plus. Du coup, Christophe Michalak, vous allez vers quoi les 10 prochaines années? Même le salé? Oui, je trouve que le salé et le sucré, il n'y a pas de frontière pour moi. Déjà, c'est quelque chose que j'aime. Et souvent, dans ma pâtisserie, je travaille dans ma pâtisserie comme un cuisinier pourrait assaisonner ses plats. Donc je n'aime pas la barrière, j'aime explorer certaines frontières. Et je trouve que la pâtisserie de demain, elle sera intimement liée à l'univers salé. Un dernier mot, Christophe, sur la transmission. À travers vos émissions de télé, vous avez beaucoup transmis aux jeunes. Aujourd'hui, vous diriez quoi à un jeune qui se lance, un jeune pâtissier?
Je voudrais lui dire beaucoup de choses. Je voudrais surtout lui dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup œuvré pour que le métier soit médiatisé, pour que les magnifiques artisans qui sont au fin fond de la France, qui sont toujours trop dans l'ombre pour moi, soient mis en valeur. Maintenant, ce métier est devenu médiatique, il est fabuleux. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, dans les CFA, dans les centres de formation d'apprentis, il n'y avait pas un chat. Maintenant, c'est plein à craquer. Tout le monde, même des avocats, veulent arrêter d'exercer pour développer une petite boutique et faire un concept de flan, de macarons, de pâte à choux. Donc c'est fabuleux, c'est génial. Mais n'oublions pas que ce métier est très dur à la base. Ça demande beaucoup d'horaires, beaucoup de travail, beaucoup de précision. C'est un métier qui est dur et ce que je voudrais dire à la jeune génération qui arrive, c'est que ce métier est le plus beau du monde parce que, déjà, on arrive à développer le gâteau qui nous ressemble le plus et puis en plus on arrive à partager. Donc il faut continuer dans cette voie, il faut continuer à faire des bons gâteaux et puis à délivrer le bon message, c'est-à-dire manger des bons gâteaux et se faire plaisir. Toujours dans une forme de bienveillance. Merci Christophe. Merci beaucoup. On garde tous un souvenir de Paris sur papier glacé. On vous guide dans les rues de la capitale pour vous faire découvrir les top adresses des accros de la photo. Attention, le petit Parisien va sortir. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré en quête d'un Paris photo. Photographes aguerris ou simples amateurs, dégainez votre objectif et c'est parti. Apparue à la fin du 19e siècle, la photographie est une technique qui a considérablement évolué au fil du temps. Au départ pratiquée par une poignée de privilégiés, elle est aujourd'hui accessible à tous, comme ici à la Maison européenne de la photographie. Depuis son ouverture en 1996, ce centre d'exposition s'est fixé un objectif, rassembler en un seul et même lieu une grande collection de photographies contemporaines. Il n'y avait pas de maison, de musée consacré à la photographie. La photographie avait parfois des départements dans les musées d'art moderne. Mais la photographie a une histoire propre. Il était important, effectivement, d'avoir un lieu qui raconte cette histoire. Je choisis des expositions qui se complètent l'une l'autre. Par exemple, en ce moment, vous avez toute une présentation de photographes qui ont réfléchi, qui ont pensé le corps. La photographie, c'est plus que raconter une histoire, c'est susciter des émotions. On cherche à faire réagir le public, et c'est bien là le véritable pouvoir de l'image. La Maison européenne de la photo, c'est la maison des photographes. Et le grand public a la chance de rencontrer ces photographes, car ils sont là. C'est leur maison, ils sont là, ils sont présents. Ils viennent, quand ils font une exposition, souvent ils sont là presque tous les jours. Donc on peut les rencontrer. Il y a donc ce dialogue qui s'instaure entre photographes et public. À chaque exposition, c'est un nouvel hommage à la photographie, mais surtout à ces photographes qui font vivre ce lieu. Partons maintenant dégoter l'appareil qui fera peut-être de vous le futur Robert Capa. Le marché aux puces de Saint-Ouen regorge de petites pépites au milieu de ses brocanteurs et antiquaires, comme cette boutique entièrement dédiée à l'image. Ici, collectionneurs ou passionnés de vintage ont l'embarras du choix. On y trouve des pièces rares, comme ce Kodak Super 620 datant de 1936, premier modèle semi-automatique, une véritable révolution. Paradoxalement, en tant que brocanteur généraliste, je croisais finalement peu d'appareils photo sur les brocantes, donc l'idée m'était pas venue. Et puis un jour, je suis tombé sur un folding, ce qu'on appelle un folding, c'est-à-dire un appareil pliant du début du XXe siècle. Et je l'ai acheté, je l'ai posé sur mon stand, je l'ai revendu rapidement, plutôt bien, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça a été vraiment la révélation. Ici, la clientèle est faite de collectionneurs qui n'entendent pas se servir de l'appareil, mais aussi d'une jeune clientèle attirée par la mode du vintage. Alors, des conseils pour une photo réussie ? Une bonne photo, c'est d'abord une photo qui représente ce que vous vouliez faire vous-même, volontairement. C'est pour ça qu'en général, je conseille aux jeunes de prendre non pas des appareils automatiques, plutôt des appareils manuels, voire semi-automatiques, et surtout des réflexes à objectif interchangeable, parce qu'une fois encore, vous n'allez pas utiliser le même objectif pour faire un portrait que pour faire un paysage. Allez, objectif en main, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Pour cela, direction le Palais Royal pour une initiation à la photographie de rue. L'objectif de cette balade, rappeler les bases de cette discipline qui allie discrétion et concentration, tout en explorant les quartiers historiques de la capitale.
Encadré par une photographe professionnelle, l'atelier débute par le rappel d'un ensemble de règles et de conseils. ISO, balance des blancs, mesure d'exposition, aucune étape n'est occultée. Que vous possédiez un téléphone, un réflexe, un appareil numérique ou argentique, vous pouvez à tout moment pratiquer la photographie de rue. La seule chose à éviter, un matériel trop imposant pour mieux se fondre dans le décor et être au plus près de l'action. Maintenant que la photographie n'a plus de secret pour vous, il ne vous reste plus qu'à laisser place à votre imagination. Et c'est dans la boîte. Bercée depuis toujours dans l'univers des imprimés, Élise Chalmin a créé sa propre marque. À carreaux d'un côté, à pois de l'autre, déclinée en robe et en sweat, ça fait presque tourner la tête. Quel est le point commun entre Margot, Eugénie et Lolita? La créatrice Élise Chalmin. En 2015, la jeune femme décide de créer sa marque de vêtements et d'accessoires 100% made in France. Sa signature, les imprimés. Moi, je suis créatrice, je fais des vêtements, je dessine des imprimés. Au départ, je fais vraiment de l'illustration et ensuite, je mets ces dessins sur des vêtements. C'est un peu le concept d'Élise Chalmin. Élise a étudié l'art à Paris avant de rejoindre Londres pour y apprendre l'illustration. Et c'est lors de son projet de fin d'études réalisé avec une amie qu'Élise a créé Élise Chalmin. De retour en France, elle décide de continuer le projet avec ses propres moyens. Je me suis dit, je vais réimprimer tous ces tissus que j'ai fait pour mon diplôme et je vais créer des petits sacs, des pochettes, des trucs qui étaient faciles à coudre parce que moi, je n'avais jamais fait de couture. J'ai appris à coudre toute seule en faisant ça. Et en fait, ces sacs et ces pochettes, je les ai mises en vente sur le site que j'avais créé pour mon diplôme. Et en fait, sauf qu'il y avait toujours les photos des vêtements, etc. Et donc les gens m'ont dit, mais nous, on veut les vêtements, on veut les vêtements. Et donc, 8 mois après, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je me lance, je vais faire les vêtements. Ne sachant pas vraiment coudre, Élise commence par créer des modèles basiques comme des mini-jupes droites. Aujourd'hui, la créatrice a délégué la couture à un professionnel et pourtant, les coupes de ses vêtements restent simples. Les gens sont quand même assez réservés dans leur manière de s'habiller, donc il faut quand même trouver un bon équilibre entre l'imprimé qui est très prenant et la coupe du vêtement. Et c'est pour ça que je fais des coupes qui sont très simples. Contrairement à un styliste, pour créer ses nouvelles collections, Élise commence d'abord par dessiner les imprimés et réfléchit ensuite aux vêtements qui les mettront en valeur. Je considère que je suis plus illustratrice que styliste. Et du coup, j'ai besoin de regarder un peu sur quoi je peux mettre les imprimés. Donc, je vais vachement sur Pinterest, je regarde tout ce qui se fait. Je regarde beaucoup vêtements imprimés et je regarde si ça peut aller sur une jupe ou si ça sera plutôt une jupe avec des volants ou une jupe droite ou en fonction de l'imprimé, en fonction de la tendance. Tout ça, c'est quand même assez... je regarde un peu parce qu'il ne faut pas que je me plante complètement. Pour sa première collection, Élise s'est inspirée des bâtiments londoniens, ce qui a donné des imprimés très géométriques. Aujourd'hui, l'illustratrice mûrit et ses collections aussi. J'avais envie de faire des fleurs pour cet été. J'ai fait des fleurs alors que depuis le début, je fais que des formes géométriques. Mais j'ai envie de me diversifier aussi. Je pense que j'ai un peu grandi aussi dans la manière dont je fais les choses. Enfin, je crois que je suis sûre d'ailleurs, je fais des vêtements qui sont beaucoup plus féminins qu'avant. Au début, c'était vraiment des jupes très 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 droites, un peu enfant en fait. Vraiment, je mettais ça avec des chaussettes hautes et des petites baskets. Ça avait vraiment un côté uniforme. Et aujourd'hui, je fais des... Enfin là, pour la collection de cet été, j'ai fait beaucoup de chemises en soie, des petits hauts qui se nouent, avant des trucs qui sont quand même beaucoup plus féminins, avec des couleurs qui sont plus faciles à porter. Cet été, les jupes évoluent, fini les coupes droites, Élise les féminise en rajoutant un liseré doré et des boutons. Et une petite surprise. En gros, elle s'ouvre comme ça. Et donc, il y a 4 boutons tout autour de la jupe qui fait qu'en fait, on peut mixer les imprimés. C'est-à-dire qu'il y a 6 jupes de cette coupe-là avec chacune un imprimé différent. Donc, si je m'achète 2 jupes, je peux mixer cette partie-là. Je peux complètement l'enlever et mettre une autre partie de jupe dessus.
Aujourd'hui, Élise Chalmin s'est fait un nom avec ses imprimés. Elle a collaboré avec une grande marque de prêt-à-porter, mais aussi avec une marque de cosmétiques. À l'avenir, la créatrice souhaiterait agrandir l'entreprise et pourquoi pas ouvrir des boutiques à Paris. Affaire à suivre de très près. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours. Bye!